C'est dans les jeunes États-Unis d'Amérique que cette arme nouvelle va être utilisée pour la première fois à grande échelle. Déposé par les grandes vagues de migration, l'anarchisme, ici aussi, a pris racine. Il a même trouvé, dans ces bataillons de pauvres qui viennent grossir les grands centres industriels du Nord, où le salariat ressemble tant à l'esclavage du Sud, un terreau favorable à son épanouissement. Car au début des années 1880, la guerre civile se prolonge dans des luttes sociales sévèrement réprimées, comme celle des cheminots de Pennsylvanie, où le gouvernement fédéral fait tirer à l'arme lourde sur les travailleurs. Les charges, baïonnettes au canon, font des dizaines de morts. Pour les nouveaux arrivants, le rêve américain se change souvent en long cauchemar. L'histoire générale des émigrants, que ce soit les Italiens, les Allemands ou les Français, est toujours la même. S'ils sont des ouvriers qualifiés, ils ne trouvent que des emplois sous-qualifiés. S'ils sont des ouvriers sous-qualifiés, ils occupent alors les pires emplois. Et tous perdent leurs illusions en arrivant. Ils ne croient plus au système politique qui se prétend alors démocratique et républicain. Ils se rendent compte de toute la corruption. Et donc, nombre de ces immigrants, soudain, se radicalisent. Cette rencontre avec des idées radicales a notamment lieu à Chicago, où nombre de ces immigrés finissent par arriver. L'acier, le béton et la viande réclament des bras. Rongée par la naissante mafia à la solde d'industriels tout-puissants, la ville regorge alors de travailleurs ségrégués, de filles de joie et d'enfants des rues. Elle devient rapidement le foyer de la contestation. Chicago était le foyer de l'anarchisme aux États-Unis dans les années 1880. Les relations de travail dans cette ville étaient très dures. Il y avait peu de place pour la négociation et les compromis. Les tensions étaient très fortes. Elles opposaient les ouvriers qui vivaient dans une effroyable misère et l'élite économique locale qui refusait tout type de concessions. Inspiré par la nouvelle stratégie anarchiste, en 1886, un 1er mai, qui n'est encore qu'une date parmi d'autres, un mot d'ordre de grève générale est lancé. 340 000 travailleurs se rassemblent pour exiger la journée de 8 heures. La police disperse violemment les manifestants. Les murs se recouvrent d'appels à la vengeance. Le surlendemain, les anarchistes organisent une manifestation de protestation sur la place de Haymarket. Cet événement devient fondateur dans l'histoire du mouvement ouvrier. Les leaders anarchistes ont pris la parole. Mais à la fin de la manifestation, au moment où la police a voulu disperser les manifestants, Quelqu'un a jeté une bombe. Elle a explosé au milieu des policiers et tué des agents. Il y a un mouvement de foule. La police se met à tirer. Les manifestants répliquent. Les Américains ont l'habitude encore aujourd'hui d'être armés. Mais les autorités, sans aucune preuve, ont considéré que c'étaient les anarchistes qui étaient responsables de ce désordre et de la bombe. par la suite, la police de Chicago a raflé des dizaines et des dizaines d'anarchistes. Certains d'entre eux n'avaient même pas manifesté cette nuit-là. C'est vraiment un exemple classique de réaction. La police de Chicago a utilisé cette bombe pour justifier une répression beaucoup plus globale. 8 anarchistes sont accusés d'avoir jeté la bombe. Dans sa plaidoirie, le procureur reconnaît à demi-mot leur innocence. Nous savons que ces 8 hommes ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivaient, mais ils ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Messieurs du jury, faites d'eux un exemple, faites-les pendre, et vous sauverez nos institutions et notre société. Sur les 8, 5 sont condamnés à mort. Louis Slings se suicide en prison. Les 4 autres, August Spies, George Engel, Adolf Fischer et Albert Parsons, sont pendus.
Ce n'est qu'en 1893 que le gouverneur de l'Illinois a innocenté les anarchistes qui avaient été pendus. Il a confirmé que c'était le chef de la police de Chicago qui avait tout organisé, et même sans doute commandité l'attentat pour justifier la répression qui allait suivre. Ça a provoqué une immense colère, non seulement parmi les anarchistes, mais parmi les humanistes du monde entier. Ce procès avait été inéquitable. Et les anarchistes de Haymarket sont devenus des martyrs pour tous les anarchistes et tous les socialistes. Et par la suite, on pouvait voir leurs portraits partout, dans toutes les organisations ouvrières, non seulement en France, en Grande-Bretagne, mais jusqu'en Amérique latine. Le retentissement mondial de l'affaire d'Haymarket a pour conséquence l'adoption du 1er mai comme journée internationale des travailleurs. Dans les années qui suivent, des manifestations ont lieu partout, emmenées par les anarchistes. Mais c'est en France que le massacre de Chicago va faire entrer l'anarchisme dans une nouvelle ère. Celle des bombes et de la propagande par le fait. C'est la belle époque. Depuis la Commune, Paris s'est reconstruite et n'a jamais aussi bien porté son surnom de ville lumière et de cité des arrêts de l'amour. Elle est la première place financière, occupe le centre d'un empire colonial en pleine expansion et demeure encore pour quelques années la capitale du monde. La bourgeoisie triomphe et la jeune démocratie enorgueillie peut, en commémoration des 100 ans d'une révolution française déjà vidée de son sens, inviter l'Occident à visiter sa grande exposition universelle. Entre deux palais de la guerre et des industries et une Bastille flambant neuve reconstruite pour l'occasion, les curieux peuvent assister à une remise en scène spectaculaire du massacre des nations indiennes ou se promener nonchalamment dans les allées larges et grillagées des tout nouveaux os humains. Ici, le marxisme est encore très minoritaire et l'anarchisme reste le seul mouvement de masse révolutionnaire. Louise Michel, qui est revenue des bagnes calédoniens où elle a été convaincue par les thèses libertaires, multiplie les conférences, organise des manifestations et lui donne même son nouvel emblème. On considère en gros que Louise Michel est l'inventeur du drapeau noir. Lors d'une manifestation des Sans Travail à Paris en 1883, Louise Michel va utiliser un chiffon noir, un signe d'emblème. Et elle justifiera son geste lors de son procès. Le drapeau noir, c'est à la fois un drapeau de deuil et un drapeau qui marque la spécificité des anarchistes. En fait, en réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées, puisqu'au même moment, on trouve à Lyon un journal qui s'intitule explicitement Le Drapeau Noir. Je crois que c'est le premier qui s'appelle Le Drapeau Noir. Le film Le Drapeau Noir, c'est une photocopie. Mais quand même. Mais il y a une chose quand même extrêmement importante qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que Louise Michel arbore son chiffon noir, ce n'est pas parce que le journal de Lyon va s'appeler Le Drapeau Noir que le drapeau noir est immédiatement annexé par les anarchistes. Et donc, dans un premier temps, l'utilisation du drapeau noir reste minoritaire. Le drapeau des anarchistes, c'est le drapeau rouge. Ça ne fait pas plaisir à beaucoup de libertaires ou à beaucoup de marxistes, mais ça, c'est la réalité. L'Internationale, en revanche, la chanson qui deviendra l'hymne du Parti communiste, elle, et que vient d'écrire Eugène Pottier, a été dédiée à l'origine à Gustave Lefrançais, un anarchiste signataire du pacte de Saint-Imier. Chantée alors sur l'air de la Marseillaise, elle reste, aujourd'hui encore, un véritable manifeste libertaire, comme le signale notamment le début du deuxième couplet. De reflux révolutionnaire, pour Louise Michel, le temps n'est plus aux chansons ni aux beaux discours, il faut passer à l'action. Inspirée par Karl Heinzen et son essai sur le meurtre, et par la stratégie des nihilistes qui mettent alors à feu et à sang la Russie, elle appelle les travailleurs à la révolte violente. Manque-t-il donc de pioches pour creuser des souterrains? De dynamite pour faire sauter Paris? De pétrole pour tout incendier? Imitez les nihilistes et je serai à votre tête.
sur les débris d'une société pourrie qui craque de toutes parts et dont tout bon citoyen doit se débarrasser par le fer et le feu, nous établirons le nouveau monde social. Elle se rend en compagnie de Malatesta et Kropotkin au premier congrès international anarchiste à Londres et y définit avec eux la nouvelle stratégie du mouvement. La propagande par le fait, qui n'a pas un auteur déterminé, est une expression spontanée de l'action révolutionnaire. Ce n'est pas nécessairement une explosion ou une bombe, mais juste une action qui dépasse les limites du discours. Au travers d'un geste exemplaire, les anarchistes pensaient qu'on pouvait mieux transmettre le message libertaire. Et puis ça met le révolutionnaire au défi. Il ne s'agit pas de faire comme ces révolutionnaires qui parlent et laissent agir les autres. Là, le révolutionnaire agit et il fait la preuve par les faits de sa crédibilité. Cette conception selon laquelle une action d'éclat pourrait créer l'étincelle révolutionnaire qui enflammera l'Occident convainc notamment un certain François Königstein, dit Ravachol. Il adhère au mot d'ordre de Louise Michel et Kropotkin, qui sont, avec Malatesta, les nouveaux théoriciens de l'anarchisme et qui ont appelé à la révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard ou la dynamite. Ravachol voit lui aussi, dans la toute nouvelle invention de Nobel, l'outil idéal pour détruire le vieux monde. Il se forme à la manipulation de la nitroglycérine et à la suite de la répression féroce des premières manifestations du 1er mai en France, sa révolte se changeant soudain en fureur, il décide de passer à l'action. Le 1er mai 1891, les anarchistes décident de faire une journée de lutte et d'action. Pas une journée de défilé ordonné comme c'est devenu de nos jours. Et donc, il y a des échauffourées à Clichy, où les flics tapent sur les anarchistes et les anarchistes tapent sur les flics. Et puis, à Fourmies, dans le Nord, il y a une fusillade contre les femmes et les enfants qui sont devant le cortège. Et il y a plusieurs morts. Et c'est à cause de ça que Ravachol pose des bombes. Comme un symbole, Ravachol place ses bombes artisanales boulevard Saint-Germain et rue de Clichy. Devant les portes des appartements du juge et de l'avocat général qui ont condamné à de lourdes peines de prison 3 manifestants anarchistes, il dépose des valises. Les dégâts sont impressionnants. Ces bombes n'ont tué personne. Elles n'étaient que la réponse à la condamnation des manifestants anarchistes de Clichy. Mais la police française, les médias en France, mais aussi au Royaume-Uni et dans le reste du monde, ont alors fait de Ravachol, qui n'aurait pas dû être un personnage important de l'histoire de l'anarchisme, la face sombre du mouvement, son versant destructeur. Le mythe de l'anarchiste poseur de bombes vient de naître. Ravachol fait peur, on le traque. La préfecture se dote d'armes nouvelles, la police se réinvente en scientifique. L'une des premières fiches anthropométriques de l'histoire à réaliser, son portrait s'étale à la une de tous les journaux, et grâce aux nouveaux moyens de communication, son nom résonne dans le monde entier. Le Petit Parisien, le Petit Journal, le Journal et le Matin, les 4 journaux qui tirent entre 700 000 et plus d'1 million d'exemplaires par jour, les unes notamment de leur supplément de Domenico le dimanche, font tout pour faire peur dans les chaumières. Mais de façon effectivement générale, ces attentats n'ont pas provoqué immédiatement une réaction hostile de toute l'opinion publique. Bien au contraire, Ravachol recueille même plutôt la sympathie du peuple, pour lequel il devient une sorte de héros, comme Mandrin aux cartouches, un vengeur auquel on écrit, sur l'air de la Carmagnole, des chansons. Dansons la Ravachol, vive le son, vive le son. Dansons la Ravachol, vive le son de l'explosion. Pour devenir un exemple de pure révolte, l'anarchiste doit payer de sa personne. Ce n'est pas le terroriste qui fait son attentat et s'enfuit. Au contraire, l'anarchiste doit affronter à visage découvert la société et devant le tribunal revendiquer ses actes. Il doit se servir de son procès comme un formidable mégaphone et faire résonner partout le nom de l'anarchisme. Fidèle à la stratégie de la propagande par le fait, quand 3 jours seulement après l'explosion de sa dernière bombe, Ravachol est arrêté, il assume ses responsabilités. À son procès devant le tribunal de la Seine,
Alors qu'il sait qu'il joue sa tête, il soutient son geste. Il y a actuellement un trop grand nombre de citoyens qui souffrent tandis que d'autres nagent dans l'opulence. Cela ne peut durer. Aujourd'hui, les anarchistes sont assez nombreux pour renverser les choses. Il ne faut pour cela qu'une poussée. Et la révolution s'opérera. Ravachol est condamné aux travaux forcés à perpétuité, mais rattrapé par une vieille affaire de droit commun, il est condamné à mort. Et c'est par un froid matin, à Montbrison, que sa voix qui allait crier « Vive la Révolution » est coupée par le couteau de la guillotine. Son exécution, loin d'effrayer les autres libertaires, apparaît comme une déclaration de guerre. La presse anarchiste réclame vengeance. On assiste alors à un véritable emballement. Chacun s'y met, encouragé par des publications qui, de rubriques d'études scientifiques en exposé d'arsenal anti-bourgeois, acquièrent rapidement le surnom de presse dynamite. Des bombes explosent un peu partout. Le restaurant où Ravachol a été arrêté est dynamité. Auguste Vaillant, le Guy Fawkes français, jette une bombe dans la Chambre des députés. Les bombes de Vaillant, elles non plus n'ont tué personne. Elles ont cassé 3 ongles et fait de légères blessures. Pourtant, même s'il n'a tué personne, on le condamne à la guillotine et Vaillant est exécuté. Et sur sa tombe, on retrouvera des fleurs et même un petit mot qui disait « Vaillant, tu seras vengé ». Dans les jours qui suivent, Léon Léautier attaque aux tranchées. Amédée Powell se fait exploser devant l'église de la Madeleine. Émile Henry fait plusieurs morts en posant des bombes, dont une au hasard dans le restaurant de la gare Saint-Lazare. On dynamite Faubourg Saint-Jacques, rue Saint-Martin, rue de Vaugirard, à Lyon, Angers, Le Havre, Amiens, Marseille. La France prend peur et la stratégie de l'attentat commence à faire débat au sein du petit monde libertaire. Devant l'emballement ravacholiste, des auteurs comme Malatesta, Kropotkin et même Reclus pensent que on est confronté à une forme de dangereuse déviation. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accepter que l'on puisse commettre n'importe quel geste, n'importe quel attentat au nom de l'anarchie. Si la stratégie de l'attentat fait débat parmi les révolutionnaires, ce sont des avant-gardes artistiques que viennent les derniers soutiens aux propagandistes par le fait. Après Wagner, Seurat ou Courbet, aux côtés des littérateurs libertaires comme Octave Mirbeau, Georges Darien ou Félix Fénéon, des créateurs comme Alfred Jarry, Pissarro, Rodin, Ibsen, Oscar Wilde, Joseph Conrad, Jack London ou Mallarmé, ils sont nombreux alors à admettre, même ressentir une certaine admiration pour les poseurs de bombes. Je vais d'ailleurs citer au fond un seul d'entre eux, mais pas le moindre, Émile Zola. Il est sensible au fait que ces hommes sont d'une sincérité absolue. On est au cœur du roman, un des romans les moins lus de son œuvre, et pourtant pas le moins intéressant, Paris. Aux premiers actes encore innocents des anarchistes, la répression a été si dure, la police a si rudement malmené les quelques pauvres diables tombés dans ses mains, que toute une colère a monté peu à peu. Songe donc aux pères battus jetés en prison, aux mères et aux enfants crevant de faim sur le pavé, aux vengeurs affolés que laisse derrière lui chaque anarchiste mourant sur l'échafaud. La terreur bourgeoise a fait la sauvagerie anarchiste. Indépendamment de ce soutien, et malgré les critiques, lors de l'exposition coloniale de Lyon, cette escalade dans la violence atteint son apogée à la suite de l'assassinat du président de la République Sadi Carnot par un anarchiste de 20 ans, un jeune boulanger venu d'Italie. Caserio, Sante Hieronimo Caserio, profite de la visite du président Sadi Carnot à Lyon pour l'assassiner. Carnot avait été prévenu, il avait été prévenu d'ailleurs par la police mais aussi par les anarchistes, que le sang de ceux qui avaient été condamnés à la guillotine lui retomberait sur les mains. Sadi Carnot est assassiné et il meurt sous le couteau à Lyon. La mort de Sadi Carnot est un coup de tonnerre. On lui fait des funérailles nationales, ses cendres sont mises au Panthéon. Son assassin est rapidement jugé et mis à mort. Et pour ne pas que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage, les restes de Saint Geronimo Caserio, anarchiste et martyr, sont jetés dans une fosse anonyme. Mais cela ne suffit pas et la répression se généralise. À ce moment-là, en France, on va faire adopter ce qu'on appelle les lois scélérates, des lois qui interdisent toute propagande anarchiste et assimilée à une association de malfaiteurs et en même temps toute propagande antimilitariste. Et donc, il y a une mise en fiche de la quasi-totalité des militants qui est réalisée à ce moment-là.
y compris des malheureux qui étaient tout simplement abonnés à telle ou telle revue libertaire. Né à Kharkov, Jean. né à Turin, Né à Bordeaux, Cohen, Joseph. Mickey, Ferdinand, Gauthier Jean-Joseph, Né né à à Auxerre, Grenoble, graveur sur policier. Grand Didier Alfred, Delors, né à Saint-Denis, Jean-Baptiste, peintre en né à bâtiment. Marvejols, typographe, artiste, Richard. En même temps, c'est des informations ahurissantes. Les anarchistes très dangereux, quand on les connaît, c'est un ouvrier horloger du Val de Saint-Imier qui prononce quelquefois des phrases un peu incendiaires, mais qui de nous n'a jamais dit pendez-les tous ou mort aux flics, mort aux vaches. Je veux dire, on a tous fait. La panique gagne le monde. Les rumeurs les plus folles courent de ministère en consulat. Les anarchistes complotent. Ils sont une menace pour la sécurité des nations. À l'image des États-Unis d'Amérique, les gouvernements se dotent de lois contre le péril noir. On a alors voté des lois qui interdisent aux anarchistes d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Et depuis ce jour, si vous êtes assez fou pour dire que vous êtes anarchiste, vous ne pourrez pas passer la douane. On vous l'interdira. Oui, c'est à ce moment qu'ont commencé ces lois qui criminalisent les gens juste pour leurs idées politiques. L'idée d'une conspiration terroriste, d'une conspiration internationale, est alors apparue. C'est la première fois que le concept de guerre à la terreur était utilisé. Dans le New York Times, en 1894, on a commencé à lire des titres sur la nécessité d'exterminer le terrorisme. C'était déjà ces termes très mélodramatiques qui étaient employés. Pour faire la guerre à cette internationale noire tout imaginaire, une bien réelle internationale policière se met en place. Les gouvernements de 21 pays organisent la Conférence internationale pour la défense sociale contre les anarchistes, où sont jetées les bases de ce qui deviendra Interpol. À Rome, en 1898, a lieu la conférence anti-anarchiste qui rassemble tous les gouvernements. Parce que tous les gouvernements, les rois, les princes, sont tous terrorisés à l'idée de se faire assassiner par un anarchiste. Mais tout ça ne sert à rien, puisque le 29 juillet 1900, en Italie, le roi Umberto Ier est assassiné par un anarchiste, Gaetano Bresci. Et avec lui, malgré la répression et les lois d'exception, les têtes couronnées et les chefs d'État tombent comme à gravelotte sous les coups des anarchistes. Le tsar de Russie, les présidents d'Uruguay, d'Équateur, du Salvador. En Espagne, le président du Parti conservateur et au Portugal, le roi et le prince héritier sont tués. À Genève, Luigi Lucchini poignarde l'impératrice Élisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. À Madrid, le président du Conseil espagnol est assassiné. Et ainsi de suite, jusqu'à la guerre où Alexandros Kinas tue le roi des Grecs et Gavrilo Princip, l'archiduc d'Autriche et sa femme. Mais face à la propagande par le fait des anarchistes, l'État fait de la propagande. Et quand il se trouve des entrepreneurs malins, l'anarchisme peut aussi servir à faire la promotion de ses petites affaires. Comme c'est ici le cas d'Edison, qui profite de l'exécution de Leon Tolstoï, l'assassin du président des États-Unis, McKinley, pour promouvoir ses deux nouvelles inventions, le cinéma en 35 mm et la chaise électrique. Ces attentats qui, somme toute, bien sûr, ils sont pas marrants, mais ils n'ont pas fait beaucoup de morts. Je pense que la période des attentats en France, elle a fait moins de morts que la révolte des bagnards aux îles du Salut en 1994, où ils sont tous fait assassiner par les gardiens. En réalité, le nombre de ces attentats n'est pas si élevé. Les historiens s'accordent à dire qu'il y a eu moins de 200 morts dans toute la période de la propagande par le fait. Creo que la sobredimensión que han tenido los atentados anarquistas y los magnicidios. L'exagération qu'on a faite de l'importance des attentats et surtout le fait de la presse qui voulait faire peur. Et aussi parce qu'il est difficile de faire comprendre les différentes nuances de l'anarchisme. C'était plus simple pour tout le monde de ramener tous les types de lutte armée à la seule dénomination de terrorisme. Mais à la fin du 19e siècle, pour les anarchistes, un fait est sûr. La stratégie de l'attentat a montré ses limites. Elle n'a nulle part précipité d'insurrection et a plutôt contribué à décrédibiliser la cause libertaire. Pour les théoriciens, il est urgent de revenir à l'essentiel.
À la fin du 19e siècle, beaucoup d'anarchistes, et même ceux qui avaient au départ accepté cette stratégie, ont commencé à rejeter la propagande par le fait et à dire que c'était une stratégie qui ne menait nulle part. C'est notamment le cas d'Enrico Malatesta, qui a dit « Le problème, c'est que ça nous a éloignés des luttes. Là où les anarchistes doivent être, c'est au cœur des luttes sociales. » Et donc, à la fin des années 1890, les anarchistes reviennent dans le mouvement social. Et c'est ainsi que naît le syndicalisme révolutionnaire. Le rôle des anarchistes est de continuer à proclamer qu'il n'y a qu'une seule guerre, celle qui, dans tous les pays, est menée par les opprimés contre les oppresseurs. Notre rôle, c'est de montrer aux hommes la générosité, la grandeur et la beauté de l'idéal anarchiste, la justice sociale réalisée par l'organisation libre des producteurs, la guerre et le militarisme à jamais supprimés, la liberté entière conquise par la destruction totale de l'État et de ses organismes de coercition. Vive l'anarchie! Car notre sang est en fait bloc!